Je commencerai par remercier la Croix-Rouge de m'avoir associé à cet événement. Donc c'est toujours un plaisir de me retrouver avec des amis autour d'une table pour parler d'une passion qui est l'environnement juridique relatif au numérique. Donc il m'a été demandé d'échanger avec vous, j'aime beaucoup ce verbe, d'échanger avec vous sur les perspectives pour que les technologies de l'information et de la communication soient au service de la dignité humaine. On est des êtres humains, on a une dignité, on a des droits, on a des libertés. Quel devrait être notre comportement par rapport à notre présence sur le numérique? Nous vivons aujourd'hui dans un environnement numérique. On a une présence numérique qui est maintenant aujourd'hui devenue définitive, inévitable. Il y a très peu de gens qui ne sont pas connectés. Moi j'en cherche du matin au soir, mais j'en connais pas. Donc nous sommes dans un environnement dans lequel nos droits fondamentaux, c'est-à-dire nos droits par rapport au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles, donc ces droits sont devenus plus importants qu'ils ne l'ont jamais été, parce qu'on a changé de paradigme. Il y a quelques années, il existait l'espace terrestre, l'espace maritime, l'espace aérien. Aujourd'hui, il faut que nous sachions que nous sommes également sur l'espace numérique. Donc on a une vue sur l'espace numérique. Et notre présence soulève une question par rapport à notre dignité. J'entends par dignité humaine la considération et le respect dû à chaque personne, à chaque individu, en sa qualité d'être humain. Les atteintes à la personne peuvent être de deux ordres, en tant qu'être humain parlant. On peut nous atteindre à travers notre corps, des blessures, des coups, la torture, etc. Mais également, il peut y avoir des atteintes par rapport à la considération de la personne humaine. Bafouer notre honneur, utilisation indue de nos images, violation de nos vies privées. Donc, comme vous le voyez, il y a deux sortes d'atteintes que nous pouvons subir. La dignité d'une personne peut être donc bafouée de différentes manières, soit par la discrimination, soit par la diffamation, le harcèlement moral ou autre, mais également dans différentes circonstances, sur les TIC, au travail, dans notre vie quotidienne. Donc vous voyez, on est attaqué de tout part là où nous sommes. Il se pose des questions, parce que le réflexe de l'être humain, c'est d'aller chercher une protection. Et la protection, elle est offerte par l'État, ou bien des États, à travers des textes. Quels sont les textes de base concernant la protection de la dignité humaine aujourd'hui? Je vais passer très rapidement sur quelques textes à titre illustratif. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 précise que, je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Donc c'est un texte de base fondateur par rapport au respect de la dignité humaine. La Charte africaine des droits de l'homme et du peuple de 1981, à son article 5, précise que, je cite, « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. » Et je ferme la parenthèse. À titre comparatif, je peux citer également la Charte des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel, je cite, « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »
Si je reviens sur l'ordonnancement juridique au Sénégal, je peux citer l'article 7 de la Constitution qui consacre la sacralité du corps humain et son inviolabilité, ainsi que le droit de tout individu à la vie, à la liberté. Donc, comme vous le constatez, la dignité humaine est protégée par plusieurs textes aujourd'hui qui répriment leur violation. Je peux citer le dernier à la suite du propos de Papa Assane. Je peux citer la réforme de 2016 portant code pénal et code de procédure pénale qui a introduit un article 363 bis et qui réprime maintenant toute violation relative à la dignité humaine. Je reviendrai sur le contenu de cet article. Donc nous le constatons, l'ensemble de ces droits fondamentaux permet à chaque être humain, en tant que personne physique, de développer sa propre personnalité, de mener une vie indépendante, d'innover et d'exercer des droits et libertés. Donc, au vu de ces textes, le droit à la vie privée fait donc partie intégrante de la dignité humaine. Mais une question se pose, et je la pose en même temps que vous. Quelle est la problématique à laquelle sommes-nous confrontés, qu'on soit en temps de guerre ou en temps de paix? Quel est le problème? Papa Assane avait commencé son introduction en disant que le numérique impacte tous les secteurs d'activité, en apportant des promesses d'amélioration en matière de qualité de vie, de santé, d'environnement, de développement, etc. Aujourd'hui, les modèles d'affaires, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le numérique aussi, c'est du business. Donc, les modèles d'affaires exploitent de nouvelles capacités de collecte massive de données, de nos informations, de transmission spontanée et de combinaison et de réutilisation de ces données. Donc, on a des outils aujourd'hui qui permettent de tout faire avec les informations à leur possession. La perspective d'une solution dans cet environnement numérique qui est le nôtre aujourd'hui suppose le respect de la législation. J'ai cité quelques textes tout à l'heure, et qui d'ailleurs ne suffit pas. C'est-à-dire la législation tout seul ne suffit pas pour faire face aux violations auxquelles nous sommes confrontés. Aussi, devons-nous examiner une autre approche, une autre solution, qui est la dimension éthique. Il faut qu'on mette de l'éthique dans tout ce que nous faisons. Dans le traitement de nos données, notamment par les outils technologiques. Le défi numérique s'explique par l'existence d'applications technologiques qui aboutissent le plus souvent à un traitement d'informations en violation des droits. C'est-à-dire que la technologie a un effet néfaste dans l'utilisation de certaines applications. À la base, il y a très peu d'applications qui ont été créées pour violer ou bien pour commettre un acte délictueux. Mais on utilise ces outils, on les détourne de leur finalité. Il est très difficile de passer en revue toutes ces applications. J'en ai choisi deux types de pratiques pour illustrer mon propos. Je vais vous parler d'une technologie qui consiste à faire le profilage des individus en temps de guerre. Et la deuxième application que j'aborderai, c'est les réseaux sociaux en temps de guerre. C'est quoi le profilage? C'est une technique basée sur l'étude du comportement d'un groupe d'individus, ou d'un groupe d'individus grâce à l'analyse de ces données ou de leurs données personnelles. Donc aujourd'hui, c'est devenu très pratique. On nous analyse, là on passe. Je prends l'autoroute pour venir de Mbour jusqu'ici, j'ai laissé des traces partout. Le gestionnaire du système d'information des autoroutes du Sénégal, c'est que je suis passé par là. Les bornes gérées par
les opérateurs sachent que j'étais sur l'autoroute, etc. Donc je laisse des traces, donc on peut me profiler. Donc, pour ces opérations, on collecte tout type de données. L'historique des recherches quand je suis internaute, donc l'historique de mes recherches sur Internet, mes habitudes d'achat, les informations concernant l'utilisation de mon téléphone, etc. Donc, comme vous le voyez, on laisse partout des traces qui sont collectées par des outils. Les technologies de l'information et de la communication permettent donc de réaliser ces opérations. Et ce qui est le plus grave, c'est que le plus souvent, c'est sans que l'intéressé en soit informé. C'est ça le risque. Donc, devons-nous chercher une autre solution? Et moi, je propose qu'on mette un peu de dose, un peu d'éthique dans ce que nous faisons. Donc, la technique de prolifage doit être renforcée en mettant des garanties particulières pour permettre une protection plus effective des droits des personnes concernées. Celle-ci, dans le cadre des profilages, peut porter sur les perspectives suivantes, et j'en cite 3. Il faut qu'on évite l'atteinte à la tranquillité des personnes profilées. Ça, c'est le premier objectif à atteindre. Il faut vraiment qu'on arrête d'utiliser nos données à nos insus, qu'on soit en temps de paix ou en temps de guerre. Il faut également éviter la vente systématique des bases de données sans le consentement des personnes concernées. Il y a beaucoup de bases de données qui sont commercialisées sans que les intéressés en soient informés. Il faut également trouver le moyen de s'opposer systématiquement et sans justification à toute opération de profilage. Nous, quand j'étais à la CDP, à la Commission des données personnelles, il a fallu une longue bataille avec les opérateurs de télécommunications pour qu'ils reconnaissent la fonction de stop qui consiste à rejeter un SMS dès l'instant que vous le recevez. Donc ce moyen doit être également appliqué par rapport au profilage. Je termine avec les réseaux sociaux en temps de guerre. Comme vous le savez, avec les réseaux sociaux, on peut tout faire. On peut diffuser des images de guerre, on peut faire de la propagande, on peut diffuser de fausses nouvelles, etc. Je rappelle simplement que le réseau social n'est qu'une technologie qui permet de mettre en relation des personnes en fonction de leur centre d'intérêt. Si je suis intéressé par des images de guerre, je peux aller sur les réseaux sociaux et en recevoir. Je peux les utiliser pour faire de la propagande, etc. Mais à côté de ça, par rapport à la dignité humaine, l'infraction la plus fréquente visant à troubler la tranquillité ou de porter atteinte à notre honneur, à sa considération, je parle de la considération, est la publication de photos ou de vidéos. Ou même, il fut un moment ici au Sénégal, on avait cette pratique, ce qu'on appelle les enregistrements audio clandestins. Mais maintenant, depuis 2016, avec le changement, avec la modification du code pénal, il y en a maintenant de moins en moins. Donc, l'article 363 bis dont je parlais tout à l'heure interdit maintenant toute captation, enregistrement, transmission ou diffusion sans le consentement de l'auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Donc, cette disposition permet aujourd'hui de réprimer tout enregistrement clandestin qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir aussi, cet article du Code pénal vise aussi bien celui qui enregistre l'information, celui qui la partage ou celui qui la diffuse. Donc, dans ce cas-là, le débat ne se pose plus, il n'y a plus question de parler de vide juridique. En matière de perspective par rapport aux réseaux sociaux, deux propositions. La sensibilisation des utilisateurs, parce que c'est très difficile, si quelqu'un de son propre initiative va sur les réseaux sociaux, de le protéger.
Donc il faut vraiment que les gens soient conscients des risques par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. J'ai l'habitude de dire que nous, Africains, sans pour autant généraliser, on est des consommateurs des technologies de l'information créées par d'autres. Et ça, sans prendre le temps de les maîtriser ou de connaître les potentialités de ces outils. Donc il faut plus de sensibilisation par rapport à l'utilisation des réseaux. Deuxième point très important, c'est la protection des mineurs. Le plus souvent, on fait une analyse globale en mettant les mineurs. Mais les mineurs ont besoin d'une protection spécifique par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Je ne le dis pas simplement parce qu'au Sénégal, on n'a pas de loi, par exemple, au contraire de l'île Maurice, on n'a pas de loi protégeant les mineurs sur les technologies de l'information et de la communication. Donc pour terminer, pour respecter le temps qui m'était imparti, je dis simplement que la dignité de la personne humaine n'est pas seulement un droit fondamental en soi. Ça va au-delà. Elle constitue également un fondement sur lequel reposent d'autres droits, le droit d'aller et de venir, le droit au respect à la vie privée, notamment tout ce qui concerne les données personnelles. Le respect de la dignité humaine dans le monde numérique implique, et c'est ça mon dernier mot, le refus d'accepter tout acte contraire à l'ordre public. Ce n'est pas parce que je suis sur le numérique que je dois tout accepter. Il faut toujours revenir aux fondamentaux. On a des principes à faire respecter, on a des textes à faire respecter, et il est temps que chacun soit conscient qu'il est son propre gardien de ses droits. Je vous remercie, c'est ça que je voulais partager avec vous.